Ça a été au lendemain matin, avant que j'aie des nouvelles, que ça avait monté jusqu'à 32 pouces sur le plancher de la cuisine. Là, à 5 heures du matin, les sirènes sont parties, comme dans le temps de la guerre. Aucun contrôle à avoir. Là. C'est de là notre décision de dire c'est la dernière. Donc, j'ai tout perdu. Fait que ça a été quand même une grosse tornade. On a ouvert la porte, on est rentré et on a regardé, je dirais pas les dégâts, j'appellerais ça la désolation. La rivière Chaudière vient au monde dans la bouche du lac Mégantic et termine sa vie dans le fleuve Saint-Laurent, à Lévis, au pied des ponts. Atypique, elle s'écoule du sud vers le nord et parcourt une distance de 185 km, drainant un bassin de 6700 km². Ces méandres baignent principalement les villes de Saint-Martin, Saint-Georges, Notre-Dame-des-Pins, Beauceville, Saint-Joseph, Vallée-Jonction, Sainte-Marie, Scott et Saint-Lambert. Notre histoire se déroule uniquement à Sainte-Marie, ville représentative de ce qu'ont vécu tous les riverains beaucerons. À Sainte-Marie parce que les producteurs de ce documentaire ont été eux aussi copieusement arrosés par l'exubérance de la chaudière les 20 et 21 avril 2019. De façon encore plus pointue, nous avons choisi les récits de 5 sinistrés, amis, voisins ou locataires, qui traduisent exactement ce qu'ont vécu plusieurs centaines de citoyens de la communauté de 13 000 habitants. Le samedi soir, on est en train de souper. J'ai une bouchée de poulet dans ma bouche. J'avais fait des cuisses de poulet dans mon four pour la dernière fois. Je me suis retournée de côté, puis dans la salle de bain, l'eau sortait par la grille de chauffage. J'ai pris panique. J'ai dit à mes hommes, mon mari puis mon fils, j'ai dit, venez sortir, moi je reste pas ici. Là. La cave était remplie, comme normalement. L'eau était montée dans le sous-sol, puis ça s'est mis à sortir par les grilles de chauffage. Là, il y en avait, ça a commencé parce que la salle de bain est un peu plus basse. Ça a commencé par sortir par la salle de bain. Là, je suis venue constater dans le salon qu'il y avait un beau plancher flottant qui flottait. Le prélat de la cuisine, on marchait, puis on avait l'impression de marcher sur la lune. Ça flottait aussi. Peut-être ma 6e, 7e inondation, puis les pompes marchaient dans la cave. La génératrice était prête au cas. Là, jusqu'à temps que ça commence à rentrer sur le plancher, ce que j'avais jamais vécu dans mes 63 ans d'histoire dans cette rue-là. Là, j'ai regardé mon épouse, j'ai dit terminé, on va vivre ça, puis on revient pas. Là, il fallait que je sorte. Je suis sortie assez ironiquement, la chaloupe qui était accostée sur le patio. On est resté coincé entre le patio puis l'érable qui est là. La chaloupe ne peut pas tourner. Ils sont venus me reconduire sur le coin de la rue Saint-Jean pour que je puisse évacuer chez ma sœur. Quand je me suis levé au lendemain du fameux samedi soir, l'inondation, on avait couché à l'étage ici. En descendant en bas, il y avait 18-20 pouces d'eau. On avait vu que l'eau avait monté, des bottes de pêche pour traverser la cuisine. On est allé chez ma fille pendant une semaine. Après ça, on est allé dans notre chalet, même si c'est pas isolé, mois d'avril, mais en tout cas, c'était là. Voir des hommes pleurer, ça arrive pas souvent. Puis là, on a pleuré plus qu'il fallait. Et mes hommes ont resté ici. Ils ont couché ici avec le chien. Puis le lendemain matin, qui était le jour de Pâques, on avait un dîner. Ils sont venus me rejoindre avec le chien chez ma sœur. On a dîné ensemble, puis pour Pâques, ils sont tous venus dîner. Je suis venue comme perdue.
Je ne sais plus ce qui s'est passé après. J'avais converti ça en logement. Mais c'était un peu mon fonds de pension aussi. Je travaillais encore, mais j'avais mis ça dans mes calculs. Moi, mon fonds de pension, ça va être les quelques logements que je possède. Ici, j'en avais 3, puis à l'autre endroit, 3 aussi. J'ai parlé avec la sécurité publique, les mesures d'urgence. Ils ont dit on va t'aider pour les mesures d'urgence, mais j'ai dit on ne dépense pas d'argent. Quand on est revenu, l'eau s'était retirée, une partie du sous-sol. Puis on a beaucoup d'amis qui sont venus nous aider, des amis de la parenté, puis tout ça, sont venus nous aider. On avait des pompes au gaz qui ont sorti. Ils ont fini par sortir l'eau. Une fois que l'eau a été sortie, on est rentré avec les machines à pression pour laver les murs puis les planchers. Là, j'ai réussi à aller à ma boutique. Et là, j'ai écrasé. J'ai perdu quasiment connaissance. Une chance, mon garçon m'accompagnait parce que à la boutique, j'avais tout flotté. Pendant que Nathalie Morissette et Alain Gay flottent littéralement dans leur maison de l'avenue Saint-Jean, 3 voisins de l'avenue des Érables vivent eux aussi des moments particulièrement difficiles. Ce trio est composé de Louise Jacques, Serge Villeneuve et Laurence Savard-Paquette. Le linge qu'on avait dans les garde-robes en bas, on avait du linge. Fait que j'ai tout monté ça sur une table. Tout était monté sur les tables, là, la table de la salle à dîner, et puis sur les signes dans la cuisine. Là, à 5 heures, là, il y en avait de l'eau et ça montait tout le temps. Je m'étais fait dire par les propriétaires qu'il y avait des systèmes de pompe installés, qu'on était en confiance, que tout allait bien aller, puis que normalement, il y avait toujours juste de l'eau dans le sous-sol. Donc moi, j'étais prête. Alors, je me rends compte que c'est ça, là, il n'y a plus rien qui fonctionne, que je suis dans la maison, que l'eau va bientôt rentrer à l'intérieur. Je taponne sur les pompes, je vais dehors, je vais voir si ça fonctionne, branche des branches. C'était la débandade. Le moment était venu où est-ce que le niveau de l'eau à l'extérieur de la maison était rendu à la galerie. Puis le niveau de la galerie, c'est le niveau aussi des portes d'entrée. Puis dans ma tête, je me suis dit, il manque un petit peu de logique, là, parce que j'avais l'impression que l'eau allait rentrer finalement par mes portes d'entrée avant d'être infiltrée dans le sous-sol. Finalement, c'est à ce moment-là que j'ai appelé mes propriétaires et puis que tout a dégénéré. On était sur la galerie et on filmait un peu ce qui se passait dans la rue. Et c'est pas le voisin qu'on a vu arriver, mais son cabanon. Serge! On est surpris, on s'est dit, oh, le courant est de plus en plus fort. Et là, il va peut-être falloir penser à s'éloigner d'ici. Et pendant qu'avec notre famille et avec les téléphones, on peut donc nous montrer ce qui se passe, eh bien, le mur de la voisine de l'autre côté s'effondre. À un moment donné, on a entendu un paf, c'est le salage qui a lâché, tout simplement lâché. Bien, simplement, c'est assez grave. Quand ça lâche ça, l'eau est rentrée, là, mon chum était dans la cave, il a pris une course. Moi, j'étais sa galerie, là, j'ai dit, le salage vient de péter. J'avais le 3e voisin qui était sa galerie avec son téléphone. Alors, j'ai dit, notre salage vient de péter. Il dit, oui, je l'entends. Il dit, veux-tu que j'appelle le 911? Ton chum, il est-tu correct? J'ai dit, attends, je vais rentrer dans la maison. Là, on a tombé vraiment nerveux. Là, j'étais sur le gros nerf. Je savais pas trop ce qui se passait. Puis l'eau montait. Fernand, j'ai dit, es-tu correct? Il dit, oui, je suis correct. C'est ça, quand j'étais en train d'essayer de réparer tout ça, la vitre finalement cédé à la pression. Ça l'a cassé, puis là, c'est là que j'étais au téléphone avec mes propriétaires. Et j'ai paniqué, donc là, l'eau rentrait là, vraiment vite. Là. Je pense que ça l'a pris 5 minutes. Et là, tout à coup, j'ai une autre voisine qui m'écrit que là, sa locataire, le châssis de cave vient de péter et que là, l'eau entre à pleine pochetée dans la maison. Et lorsque j'ai ouvert la porte de la cave, et j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Oh, j'ai dit danger, parce qu'on voyait la moitié des châssis, l'eau de l'extérieur de la maison. Et là, ma conjointe me dit, Serge, tu n'as pas le choix, il faut que tu rouvres les châssis. À ce moment-là, je peux vous dire que j'ai été inquiet.
Parce que je me disais, en ouvrant le châssis, est-ce que la pression va me le faire péter dans le plein visage? Ça, c'est la portion que j'ai pas aimée. La deuxième portion que j'ai pas aimée de ce mouvement-là, c'est lorsqu'on rouvre le châssis, la façon que l'eau rentre, elle ne s'essuie pas les pieds avant de rentrer. Elle prend place, elle prend position, et le son qui accompagne son entrée, je vais vous dire, c'est quelque chose. Et là, la deuxième peur qui m'est venue, c'est que je me suis rendu compte que les rampes de la galerie étaient en train de bouger parce que les marches lèvent. Des fois, je dis aux gens, on a vécu l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Et puis là, tu attendais les glaces cognées après le salage. Puis là, tu regardais tout autour de toi, puis c'était de l'eau, puis de l'eau, puis de l'eau. Tu attendais le petit bruit des glaces, puis le bruit de l'eau. Honnêtement, j'ai été content lorsque j'ai vu les secours arriver. J'ai mis ma petite vie dans un sac en 5 minutes, puis quand je suis redescendue pour voir si tout était correct, j'entendais les planchers craquer puis surélever, puis l'eau qui sortait par les plaintes là, à terre. Donc, on parle de quelque chose d'impressionnant. Donc, c'est ça. Fait que là, on entend le Zodiac qui arrive, les pompiers qui te prennent dans leurs bras, qui t'amènent dans le bateau, puis après ça, qui font la ronde de lait de toute la rue, parce que clairement, j'étais pas la seule. Toute la rue, finalement, a été évacuée d'urgence. Le courant de l'eau dans la rue était tellement fort que lorsqu'on est parti avec le Zodiac, il a perdu le contrôle du Zodiac et on est rentré dans un arbre. Imaginez! Pendant que tous les voisins quittent leur maison, Louise Jacques et son époux, Fernand Giguère, décident de ne pas se faire évacuer. Cette décision leur fera vivre des émotions insoupçonnées. Si on n'est pas en sécurité, ben, il dit, Louise, décourage-toi pas, là. Il dit, il va passer une chaloupe, il va passer quelque chose. J'ai dit, il n'en passe plus. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. On va crever ici. Puis l'eau montait, puis t'attendais les meubles brassés dans la maison. Et puis là, on n'avait plus de réseau, on n'avait plus de téléphone, on n'avait plus rien. Là, à 5 heures du matin, les sirènes sont parties, comme dans le temps de la guerre. On était tous les deux en face de l'autre. On a dit, c'est quoi qui se passe? Mais c'est quoi qui se passe? Ça peut pas être pire que qu'est-ce que c'est là? Il est passé un canot. On était au 2e étage, là, parce qu'il y avait de l'eau dans la cuisine jusqu'ici, jusqu'à la table. Fait que là, on a crié. On a ouvert le châssis du 2e étage. Puis là, on a crié. On a dit, oh, on est ici. Voulez-vous venir nous rescaper? Ils ont dit, les pompiers, ils ont dit, avez-vous placé un appel? On a dit, on n'a plus de réseau, on n'a plus d'électricité, on n'a plus rien. Mais on aimerait bien ça sortir d'ici. Ça fait que là, on est sortis. En sortant d'ici, ils nous ont accueillis avec un autobus. Hey, un autobus scolaire. Ça faisait des années que je n'avais pas pris ça, moi, un autobus scolaire, là. On sort de là avec nos 2 petites valises, notre chat, puis nous-mêmes. En parallèle, à moins d'1 kilomètre de là, dans une mairie lourdement affectée par la crue, les autorités doivent sortir l'épée pour combattre un dragon encore jamais vu. À partir de ce moment-là, on a mis en branle des mesures d'urgence. Les pompiers se sont mis à faire du porte-à-porte. On a commencé à se préparer. On pensait pour une inondation, on prévoit toujours 0,20 ans. Plus que l'avant-midi avançait, on était rendu dans le 0,100 ans.
Et avec l'information de la pluie qui avait tombé et tout, on a réalisé qu'on irait probablement vers une inondation majeure vers les minuit, 1 heure là, dans la nuit. Nous autres, ici à l'Hôtel de Ville, on est obligé de quitter le samedi soir de mémoire à 10h30 et l'odeur ne pouvait plus circuler. Effectivement, les ponts étaient fermés, le centre-ville était inondé. Moi, je vous dirais, j'avais jamais vu de l'eau ici devant les portes de pompiers. On avait de l'eau dans les portes arrière ici de l'Hôtel de Ville. C'est une chose qu'on n'avait jamais connue. Après qu'on ait quitté l'Hôtel de Ville, malheureusement, il y a des portes qui ont cédé et puis on s'est ramassé avec un 5 pieds d'eau sol ici à l'Hôtel de Ville, chose qu'on n'avait jamais vue. La même chose à la bibliothèque. On a emmené des gens ici à l'Hôtel de Ville pendant la journée. Après ça, on a ouvert le centre d'urgence à Castel, qui a demeuré ouvert pendant 4-5 jours. Et puis, on a été capable de garder les gens. On a nourri les gens, on a sécurisé les gens, on les a gardés. On a fait des dortoirs à Castel. Mais c'était vraiment du jamais vu, là. C'est la première fois qu'on vit un événement comme ça, je vous dirais, dans les 100 dernières années, possiblement à Sainte-Marie. Le dimanche matin, on a eu des visites dans l'après-midi de la ministre des Affaires municipales. Elle est venue nous rencontrer à Castel pour prendre l'information où on était, prendre l'état de la situation. Puis une des premières questions qu'elle m'a posées en arrivant, qui m'a surpris, pourquoi vous n'avez pas appelé l'armée? Quand on a vu le tas de paperasse à remplir, puis on était sur le qui-vive, là, on était vraiment en mesure d'urgence, on gérait les citoyens, on gérait la situation, on a mis ça de côté. En prenant le périmètre de protection, la Sûreté du Québec doit avoir des règles parce qu'ils deviennent responsables du périmètre. S'il y a des noyades, s'il y a quoi que ce soit, ils sont responsables. C'est pour ça que les citoyens ont trouvé ça dur, le fait de retourner à leur domicile ou demander de retourner à le périmètre dans les premières journées avec des cartes d'identification. Il fallait qu'ils valident si les gens étaient des vrais résidents, puis en même temps, il fallait qu'ils valident si les gens qui rentraient pouvaient ressortir à ce moment-là. Fait que c'est vraiment une question de sécurité. Là, tu arrives chez Castel, au centre Castel. Là, tu te sens-tu un tout nu? Hein? Je sais pas si tu sais. Là, tu te sens, t'es à terre. Tu as passé la nuit à paniquer. Puis là, tu arrives là tu es blême comme un drap, puis tu es avec ton chat, tes petites valises, puis il y a plein de monde. Puis là, on se reconnaît entre voisins, on a tous vécu la même chose. Là, à un moment donné, mes filles m'ont appelée. J'étais bien contente. J'étais contente de les voir. Là, ma fille est venue me chercher. Tu sais, j'étais encore émotive. J'ai jamais été émotive, moi. Puis quand je me trempe là-dedans, là, je panique. Mélodie, ma plus vieille, est venue me chercher. Là, elle dit je t'emmène à mon condo, puis vous restez là jusqu'à temps que tout soit fini. Bon, c'était le 21 avril. On est rendu aujourd'hui le 10 de juillet, là. C'est pas fini encore, on est encore au condo. Mais on est très bien. Parce que là, tu rentres chez toi, puis en plus, j'étais venue avec ma petite fille, là. Là, on rentre toutes les deux dans la maison, puis tout est scrap.
Il y a Lilo qui a sacré le camp, mon frigidaire qui est à terre, mon divan. Toutes les petites économies, toutes les choses que en tant que mère monoparentale, il a fallu que je m'achète avec la sueur de mon front. Bref, en tout cas, ça fait beaucoup de choses à gérer, là. C'est dur psychologiquement, vraiment, là. Ça demande beaucoup mentalement. Tu as beaucoup de choses à penser, ça se bouscule dans ta tête. Tu as plein d'étapes à franchir, plein de choses à racheter, plein d'appels à faire, plein de recherches à faire. Tu sais pas par où commencer. C'est épouvantable. Donc, je me suis trouvé quelque chose, mais pendant 2 mois, j'avais pas de logement, je savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Il a fallu que je rachète toutes mes choses parce que tout mon rez-de-chaussée était brisé. Là. On voit un petit peu l'ampleur de la situation. Là. Donc, j'ai tout perdu. Après ça, tu te retournes vivre chez ton père et ta mère sans savoir qu'est-ce qui va se passer. J'ai été dans les chanceuses qui a réussi à trouver un nouveau logement. J'ai réussi à revenir à la maison quand les planchers ont été tout arrachés. C'était la désolation. Il n'y avait pas une place pour se reposer les yeux. Lorsque le Zodiac est venu nous chercher, par la suite, on est allé à l'hôtel de ville. Et il y avait des gens, des amis, bien sûr, qui nous ont dit « Hey, venez-vous-en chez nous, il n'y a pas de problème. » On le sait, habituellement, 2 jours, et tu es de retour à la maison. C'est pas vraiment ça qui est arrivé. Le temps qu'on était parti, 6 semaines. Tu pars avec l'idée de 2-3 jours et tu es rendu à 6 semaines sans pouvoir aller chez toi. Un ami pompier m'appelle et me dit « Serge, ta maison, il y a de l'eau à l'intérieur. » J'ai dit « Oh, ça va pas bien. » Il dit « Non, ta galerie avant s'est arrachée en partie. Celle de côté aussi. Ton patio est parti. Ta bonbonne de propane veut quitter la maison et elle veut amener le mur avec elle. » Bon, ben, du coup, donc, ça va pas bien. Et ta voiture, eh bien, elle a passé à l'eau. Ça va, ta chassette? Lorsque tu arrives et que tu vois le résultat, eh bien, c'est là que tu connais ce que c'est les 2 bras qui te tombent, le visage qui allonge et le moral qui veut pas est atteint d'une certaine façon. Écoute, à l'intérieur, les planchers de bois franc ont tout gondolé. La maison entière s'est gondolée. On se dit, OK, on va se retrousser les manches. C'est bien beau de dire on va se retrousser les manches. Mais quand tu te retrousses les manches pour jeter ce que tu avais une semaine avant, moi, j'appelle pas ça se retrousser les manches. J'appelle ça défaire ce que tu as aimé, défaire pourquoi tu as travaillé, défaire ce que ta conjointe, elle, de son côté, possède, prendre ces choses à elle comme les tiennes et mettre ça dans un conteneur. Les armoires ont gonflé, donc il faut refaire les planchers de A à Z dans la maison, il faut refaire les armoires au complet dans la maison, il faut défaire les murs. On perd notre cuisine, on perd notre salon, on perd notre chambre à coucher, on perd notre salle de bain, on perd notre salle de musique en ce qui me concerne, on perd tout. On regarde ça et on sait que peu importe ce que l'on dira, peu importe ce que l'on fera, ce sera quand même une perte totale. On ne peut plus avancer, on ne peut plus reculer, on ne peut que détruire. Le dimanche soir, avec la Sûreté du Québec et Hydro-Québec, j'ai passé 2 heures au téléphone pour leur expliquer qu'on ne pouvait pas couper le centre-ville parce que ça deviendrait catastrophique si on fermait les pompes de toutes les résidences et les commerces dans Sainte-Marie. Après 2 heures de négociation, puis avoir convaincu Hydro-Québec qu'on devait y aller par phase et non une coupure drastique, malheureusement, il y a un poteau dans la rue du Chênay, un triphasé, qui a cassé. Et à partir de ce moment-là, Hydro-Québec n'a pas eu le choix de délester le courant. Quand on a fait la tournée avec la ministre Guilbeault, là, moi, j'avais peur au départ que les gens pensent qu'on voulait faire un show avec la ministre, puis c'est elle qui nous a demandé de venir constater. Elle voulait aller voir l'ampleur des dégâts. Je vais vous dire, ça l'a sensibilisé énormément, puis elle n'en revenait pas de voir les dégâts. Puis on a eu la chance de débarquer à quelques occasions pour aller dans des résidences. Elle a pris la peine de parler aux gens. Ça a été un élément qui m'a touché énormément. Et puis, elle a compris l'ampleur, qu'est-ce qu'on avait vécu à Sainte-Marie. Ben, moi, mes parents, quand ils sont arrivés à Sainte-Marie, moi, j'avais 3 ans à ce moment-là. Eux autres se sont construits dans la rue Saint-Jean ici. Là. Puis moi, je restais dans cette rue-là, j'ai été élevé. Fait que quand j'ai voulu m'établir, il
fondé une famille à Sainte-Marie. J'ai pris une maison qu'il y avait dans cette rue-là. Puis ce qu'on entendait à l'époque, moi j'avais entendu beaucoup parler de l'inondation de 1917, que tout le monde sait, c'est qu'en 1917, c'est des bio. Avec le foin, qui était foin lousse, plus la base de la rivière qui avait colmaté tout ça, puis ça avait fait un barrage. Dans son livre d'histoire, La Chaudière contient des épisodes violents, romanesques ou épiques. La Chaudière a servi de façon éloquente de moyen de transport, d'abreuvoir, de garde-manger et de dépotoir. Les villes s'établissent en bordure des cours d'eau. Des milliers de villes tout autour de la Terre ont suivi ce même patron. Historiquement, il s'agit d'une question de survie, de nécessité absolue. Et c'est toujours le cas. Moi, je voyage sur mon travail, sur la route. Que ça soit Chicago, qui est sur le bord d'un lac, ou New York, c'était la rivière Hudson, ou nommez-les, toutes les municipalités, Sherbrooke, il y a 2 rivières qui passent à Sherbrooke. Tout le développement, Montréal, sur le bord du fleuve, c'est fait avec les cours d'eau. C'était ça. Ben là, est arrivé les voies ferrées. Ils sont mis où, les voies ferrées? Ils sont-ils allés passer d'un coteau à Saint-Adiard et à Sainte-Marguerite? Ben non, ils se sont mis sur le bord des cours d'eau. Fait que l'économie s'est développée là. Depuis 1994, existe le comité de gestion du bassin versant de la rivière Chaudière. La prévention des inondations est l'un de ses combats. Au début des années 90, le ministre Claude Ryan commande une vaste étude sur le cours d'eau. Au moins 2 recommandations en émanent. Des immenses barrages de rétention sur les principaux affluents de la Chaudière. À titre d'exemple, la Famine, juste en entrant à Saint-Georges, en aval de Saint-Georges, et la rivière du Loup. Séparément, ces 2 rivières-là, en période de crue, ont un débit plus fort que la rivière Chaudière lorsqu'elle sort du lac Mégantic. Et puis également, il y avait un autre barrage sur la Broye de Saint-Victor, parce que le dénivelé entre Saint-Joseph et Scott, c'est 50 cm. 50 cm sur 1 km. La rivière ne bouge pas. Ça, c'était pour permettre d'aspirer l'eau. Puis tout ça encore, ça n'enlevait pas les inondations, mais ça les ramenait à un niveau acceptable. Et c'était un dossier de 125 millions de mètres cubes d'eau à gérer. Trop coûteux, le projet est abandonné. Faute de pouvoir harnacher les débordements, le Cobaric met en place un ingénieux système électronique et informatique d'information. Le système de surveillance qui a été mis en place par le comité de bassin de la rivière Chaudière, vous avez une propriété à Sainte-Marie, puis vous demeurez à Montréal. Le système va vous envoyer une cote de pré-alerte, votre téléphone va sonner, et ensuite une cote d'alerte, ça veut dire que dans 4 heures, il va y avoir de l'eau. Fait que ça permet de sauver énormément de dommages. Chaque acte qui est fait dans la rivière, dans un ruisseau, a une incidence à quelque part dans le bassin versant. C'est pour ça qu'il faut bien se documenter scientifiquement, à savoir si cette action-là que je pose chez nous, qui me donne un plus à court terme, bien peut-être qu'il est très dommageable à court terme, moyen terme ou long terme, plus loin sur mon bassin versant. Il n'y en a pas eu beaucoup de travaux physiques. Par contre, il y a des pratiques qui ont été améliorées. Si on pense à des bassins de rétention, que ce soit au niveau du ministère des Transports ou au niveau des villes, parce qu'on sait que lorsqu'on fait une route ou qu'on fait un grand stationnement en asphalte, ça accélère la goutte d'eau, elle se rend plus vite dans la rivière et la rivière monte plus. Elle a comme une charge sédimentaire à faire bouger dans son année. Si elle ne remplit pas cette charge-là, elle va aller s'organiser pour aller la chercher ailleurs. Puis souvent, on va aller la chercher dans les endroits où on ne veut pas qu'elle aille la chercher, puis elle va venir déposer où est-ce qu'on ne veut pas qu'elle dépose. C'est vraiment fait comme ça. Puis c'est pour ça qu'il faut bien comprendre la façon que l'eau bouge, l'eau agit, puis bien comprendre notre bassin versant.
Le drainage agricole, les producteurs agricoles nous disent que lorsque c'est bien fait, ça va ralentir la goutte d'eau parce que la goutte d'eau va percoler dans le sol avant d'aller dans le petit ruisseau. S'il n'y a pas de drain, ça va tout de suite dans le petit fossé, le petit ruisseau qui va dans une petite rivière, qui va dans la rivière Chaudière. Ça, c'est des pratiques qui sont améliorées. Mais des travaux physiques, là, des pelles mécaniques, des choses comme ça, là, il n'y en a pas eu. Mais quand j'étais jeune, dans cette rue-là, ce qu'on entendait, là, il a mouillé, là, la rivière, elle va monter pendant 24 à 36 heures. Aujourd'hui, c'est 6 heures. Toute la quantité d'eau qui tombe, là, 6 heures après, est rendue dans la rivière. Chaque rue qui est en asphalte d'un coteau est une cause. Chaque boisé qui a été coupé, marais, on allait faire du ski de fond sur la côte de Sainte-Marie, c'était magnifique, là. En bas de l'autoroute, là, c'est tout construit, c'est en asphalte avec du drainage. Aussitôt qu'il pleut, ça descend. Avant ça, l'eau restait là. Des terres agricoles qui sont drainées, qui ne l'étaient pas avant. Le déboisement sur le bord des courbes d'eau, des causes, il y en a plusieurs, là. S'ils pouvaient la creuser, la rivière, il me semble que ça donnerait un bon coup de main. Pourquoi que depuis, tout le monde se souvient des Reines quand toutes les côtes avaient descendu? Entre Vallée et Sainte-Marie, il n'y avait pas d'île. Pourquoi qu'il y a une île de sable maintenant? C'est un banc de sable. Puis pourquoi que quand ils ont creusé à 22 pieds, ils ont trouvé encore des sédiments? C'est parce qu'il y a 22 pieds plus haut que c'est normal. Pourquoi qu'ils ne peuvent pas la creuser? En période de crue, l'inondation qu'on a eue cette année, c'était 2800 mètres cubes seconde. C'est beaucoup, ça. Creuser un petit peu la rivière Chaudière au niveau de Sainte-Marie, ça ne change ni à Scott, ni à Vallée, puis à Saint-Joseph, ça ne changerait rien. Il faudrait creuser jusqu'en Australie. Fait que, par exemple, on décide de creuser à Sainte-Marie, c'est une zone de dépôt. Donc, qu'est-ce qui va se passer à court terme? C'est que la zone de dépôt, elle va se remplir. Puis pour que la rivière puisse la remplir, elle va aller chercher ces sédiments. Donc, nous, on n'a pas changé notre quantité de sédiments qui est apportée à la rivière, mais on en a enlevé une partie. Fait qu'elle doit aller le combler. Fait qu'elle va aller créer de l'érosion ailleurs pour remplir ce secteur-là. Il faut vraiment être très prudent dans nos actions puis notre façon de penser parce que c'est surprenant. La force de la rivière puis la façon qu'elle va réagir. On dit souvent qu'elle est imprévisible, mais elle l'est encore plus quand on vient mettre la touche humaine là-dedans. Ainsi, la rivière n'est pas un esprit maléfique, ni une malédiction. Elle ne fait que vivre sa vie, en quelque sorte. Nous l'avons même observée sur une période d'1 an et demi. Cette eau-là qui s'écoule, elle a, dans le fond, soit de l'eau de surface, soit de l'eau souterraine qui vient du sol. L'eau souterraine va permettre d'alimenter la rivière, notamment durant l'été et les périodes de sécheresse, même l'hiver. Du côté des eaux de surface, sont alimentées par la pluie, puis quand la pluie, elle s'écoule, elle emmène plein de petits polluants avec elle. Donc, on a, par exemple, des sédiments. On peut avoir également certains herbicides pour les gazons, par exemple, en milieu municipal, et des pesticides du côté du milieu agricole. Et on a également des sels de voirie durant la période hivernale. Tout ce qui est mis sur une route, un territoire, que ça soit quelque chose qui n'est pas naturel, qui est amené, va finir dans un temps donné 100% sûr dans la rivière. Ça va peut-être prendre une vitesse de temps différente, mais par exemple, si on prend 20 tonnes de sel qui est mis dans le bassin versant sur les routes, bien, c'est ce même 20 tonnes de sel-là qui va se ramasser dans les habitats, dans les écosystèmes, dans l'eau.
c'est drôle parce que quand je couche vis-à-vis une fenêtre, puis je vois passer des autos tranquillement, puis là, ils sont là, puis ils font les plans pour nous autres. Là. Ils feraient ça, mais ils font rien. Puis je me suis fait dire souvent, « Ah, les Beaucerons, ils aiment ça, des inondations. » Non. Oh non, c'est pas vrai, ça. Vous savez pas c'est quoi une inondation. C'est pour ça qu'ils vous font entendre, là, vos affaires sont pas réglées, vous aimez trop ça. Non, non. Tu reviens sur les lieux, là, puis là, tout le monde alentour de toi te dit, « Ben là, faut que tu ramasses ci, faut que tu ramasses ça. » Non, je veux plus rien savoir. Jetez tout. Je veux plus rien savoir. La pire chose, c'est ce qu'on entendait des gens qui souvent n'étaient pas touchés. Eux, ils savaient tout. Pas de trouble. Ils n'ont jamais été dans l'eau, mais ils ne seront jamais où ce qui reste. Mais ils savent tout comment ça marche. Ça aura de l'air que là, ça va être comme ça. Ça aura de l'air que là, ça va être ça. Ça aura de l'air qu'ils vont vous donner rien que ça. Ah, toi, ta maison à tel âge, ça va être telle affaire. Hey, on peut-tu arrêter de dire n'importe quoi? Le gouvernement Legault annonce un décret visant à venir en aide aux sinistrés. Cette disposition date de l'année précédente. Cela inclut la démolition subventionnée de plusieurs résidences et commerces. Pour être clair et concis, les dommages causés à une maison, par exemple, devaient s'élever à 50% de sa valeur. Mais après quelques négociations, la municipalité obtient une faveur. Abaisser ce pourcentage à 33%. Écoutez, c'était pas facile à comprendre au départ. On savait l'étendue des dégâts. On a posé des questions au ministère, comment ils traitaient la situation et si on pouvait être, comme ville, plus exigeant, parce qu'on savait qu'à 50%, c'était une étape, mais on savait qu'entre 25 et 50, on aurait beaucoup de citoyens qui avaient des dégâts puis qui étaient pris entre l'arbre et l'écosse un petit peu. Commence alors une période angoissante pour nos sinistrés et les autorités municipales. Qui, quoi, quand et comment? Malgré la bonne volonté du gouvernement, des zones grises interfèrent tout de même dans le traitement des dossiers. On a fait les démarches avec le gouvernement pour voir si légalement on pouvait mettre un règlement de 33% qui empêchait les gens qui avaient 33% et plus, entre le 33 et le 50, le tampon, de ne pas pouvoir rénover dans la zone vraiment 0-20 ans. C'était pas la zone 0-100 ans, c'était vraiment 0-20 ans et résidentiel. C'était ciblé pour cette clientèle-là. Puis je vous dirais, avec un recul aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure décision qu'on n'a pas prise. Aller jusqu'au mois de juillet, les gens ne savaient pas la décision à prendre, il n'y avait rien de clair, on avait de la misère à parler avec les gens à Québec de la sécurité publique. Puis il ne faut pas se cacher, le fait que Sainte-Marthe ait eu des dégâts aussi énormes, moi, quand c'est arrivé Sainte-Marthe, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, on vient de tomber en deuxième. Nous autres, il faut changer tout le clabard autour de la maison parce que ça a été inondé. Juste ça, c'est déjà le tiers de la maison. Fait que la madame à la ville nous a dit, bien, vous avez compris, vous ne touchez plus à ça. Bon, là, le découragement, encore une fois. On n'avait que des mauvaises nouvelles. Tout le monde nous donnait des mauvaises nouvelles. C'était désagréable. Je pense que j'ai pleuré ma vie. 3 mois après, ben on est encore là-dedans, là, parce qu'il n'y a rien de réglé. Là, on commence un petit peu à voir la lumière au bout du tunnel, mais c'est pas fini encore. Parce que là, il faut passer à la destruction de la maison. Ça va être détruit. Il y a des dommages terribles. Et puis, il y a beaucoup de paperasse, puis il y a beaucoup de règlements, puis tu as les nerfs à fleur de peau. On est au mois de juillet aujourd'hui, fait que là, ça va bien, il fait chaud, on est bien. Puis la prochaine étape, ça va être l'hiver prochain. C'est ça le gros questionnement. Il n'y a rien qui se règle, on n'a pas de nouvelles. Il y a des dossiers qui se sont réglés, mais tant que c'est pas le nôtre, on ne peut pas construire là-dessus, si on veut. C'est l'incertitude. Est-ce qu'on va être obligé de revenir parce que les dommages ne sont pas assez hauts? Si on s'en va où? Si tu as 4 loyers, bien là, c'est pas juste une maison, il faut que tu calcules. Faut que tu calcules 4 familles qui doivent se placer. C'est plus pareil. Nous, on arrive et là, on regarde, on appelle, plus rien. Tout est fait. Il nous reste une place en face de chez nous. Imaginez, là, je dis aux gens, on déménage. Ah oui, vous en allez où? En face de chez nous. T'en vas rester dans la rue des Érables? Oui. Il est où ton problème? Mon problème, c'est qu'il n'y a plus de place.
Mon problème, c'est que je dois me trouver un endroit à rester. Le problème, il est résolu, mais pour un certain temps. Parce qu'on sait que la rue des Arabes va disparaître. Mais en attendant, pour être capable de se trouver un endroit, bien, il faut se loger. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est pour au 8 janvier pour la ville de Sainte-Marie? Bien, écoutez, on a 311 dossiers qui sont signés avec le ministère pour des démolitions. Là-dessus, on a arrêté les démolitions le 5 décembre, 5 ou 6 décembre. À l'heure actuelle, il y a 211 maisons de démolies. Il en reste une centaine qui sont vraiment signées. Et personnellement, je pense qu'il y a encore une quarantaine de dossiers au ministère de la Sécurité publique qui n'est pas traité encore. Fait que on s'attend probablement à la fin de la saga que ça va être à peu près 350 résidences qui pourraient être démolies ici à Sainte-Marie, parce qu'il y a encore des gens qui sont en questionnement. Fait que la stratégie, c'est de bien faire les choses. Je ne veux pas que les gens s'inquiètent. Cette année, on va semer pour bien assouplir nos fonds de terrain là, pour que la terre demeure là en cas qu'il y ait des pluies ou d'autres inondations. Et après ça, on va y aller par d'autres étapes, mais je vous promets qu'on va faire de quoi qui va être bien pour le futur. Sans blâmer le ministère de la Sécurité publique, lui aussi débordé, les sinistrés ont parcouru un long chemin d'angoisse avant de pouvoir mettre un point final à leur dossier. Certains ont dû attendre 10 mois pour connaître l'issue de leur mésaventure. Tous les édifices démolis ont été ou seront remboursés par le gouvernement québécois. C'est drôle, le matin, je me regarde partir. Je me regarde, c'est rendu là.
cours de tournage, nous apprenons que les édifices démolis sont recyclés. Pour les transporter au site, entre 5 et 10 conteneurs sont nécessaires. En moyenne, une maison peut être recyclée à hauteur de 75 à 85 %. Le bois, les clous, les métaux, la pierre, la brique, le béton, tout est manipulé. Le gypse deviendra un compost calcaire. La brique, la pierre et le béton seront concassés et serviront de couche de remplissage sur de nouveaux terrains. Des postes de traitement viendront à bout des moindres matières pouvant être réutilisées. Les copeaux de bois seront transformés en panneaux de particules utilisés en construction. Quant à la quantité d'eau qui peut être contenue dans le sous-sol par rapport à l'inondation, si on prend 250 maisons, 250 sous-sols qui maintenant sont remplis, là, si je prends toujours mon exemple de gravier 10 roues, là, c'est peut-être quelques dizaines de milliers de voyages de camions. 2800 mètres cubes seconde qui passaient le printemps dernier, au mois d'avril. Donc, mais l'impact sur les glaces, oui, ça va falloir que les autorités en place, ils y ont déjà pensé, puis ils pensent, puis ils l'ont dit. Je veux dire, Gaétan Vachon, le maire de Sainte-Marie, dit oui, il va falloir trouver un système pour protéger nos infrastructures, entre autres au niveau des lignes de l'Hydro-Québec. Moi, je vais vous dire, l'année 2020, j'ai des rendez-vous avec le gouvernement pour de l'aide financière pour les infrastructures. J'ai des rendez-vous pour être capable d'aller voir avec eux comment on va être capable de construire des logements primodiques. C'est pas fini, là. La ville Sainte-Marie, là, on continue à fonctionner, mais comme on a fait les 9 derniers mois, on va continuer à travailler avec le gouvernement en collaboration pour aller chercher le maximum pour aider la population à se relocaliser. Je pense qu'il faut avoir une bonne force de caractère. Puis moi, personnellement, je ne pouvais pas me permettre de 20 gens de faiblir non plus parce que, écoute, c'est nous autres qui tient les rênes de la ville. Il fallait toujours garder un côté positif. Il fallait être capable de dire aux gens où on était rendu. Je pense que c'est de même qu'on va continuer dans le futur. Hier, on a eu des beaux feux d'artifice. L'année prochaine, comment ça va être? Tu sais, c'est l'avenir qui est dangereux, moi, je trouve. Parce qu'on ne sait pas. On sait pas où on va aller. Je pense, oui, j'en sors grandi parce que ça m'a permis encore de me relever, de voir que j'étais capable de me racheter tout, de repartir à zéro, de me retrouver quelque chose, de redéménager. Puis là, on espère que ça va bien aller. Là, on touche du bois, mais ça va être tranquille pour les prochaines années à venir. Moi, je suis d'avis d'arrêter de se battre contre la nature. C'est clair que la tendance est là. Les inondations qui étaient aux 30 ans et aux 50 ans, là sont aux 2 ans. Ça ne donne rien de continuer. Là. Le gouvernement actuel et la ville de Sainte-Marie ont, je trouve personnellement, fait un travail énorme de leur côté pour dire les gens, là, ça suffit pour vous de payer. C'est nous qui allons payer pour vous, là. Puis vous allez aller vous établir dans une zone qui est non inondable, qui va être plus sécuritaire. Ça va devenir un grand parc, comme le maire a dit. Mais je suis sûr qu'il va y avoir des idées qui vont sortir de ça, qui vont faire que ça va amener une certaine rentabilité à la ville. Mais c'est ça. Puis tu dis, bon, le meilleur est à venir.
ça a été au lendemain matin, avant que j'aie des nouvelles, que ça avait monté jusqu'à 32 pouces sur le plancher de la cuisine. Là, à 5 heures du matin, les sirènes sont parties, comme dans le temps de la guerre. Et puis, aucun contrôle à avoir. Là. Fait que c'est de là notre décision de dire c'est la dernière. Donc, j'ai tout perdu. Fait que ça a été quand même une grosse tornade. On a ouvert la porte, on est rentré et on a regardé, je dirais pas les dégâts, j'appellerais ça la désolation. J'ai pris panique. J'ai dit à mes hommes, mon mari puis mon fils, j'ai dit venez sortir, moi je reste pas ici. Là. Là, j'ai regardé mon épouse, j'ai dit terminé, on va vivre ça puis on revient pas. À un moment donné, on a entendu un paf, c'est le salage qui a lâché, tout simplement lâché. Finalement, c'est à ce moment-là que j'ai appelé mes propriétaires et puis que tout a dégénéré. Honnêtement, j'ai été content lorsque j'ai vu les secours arriver.